Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai l'immense joie de vous accueillir à Nancy à l'occasion de notre 38e congrès national. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est une grande fierté pour toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'organisation de ce congrès que de voir ce magnifique amphithéâtre aussi bien garni dans cette Lorraine qui reste pour notre réseau une terre à conquérir. Depuis Rennes, qui nous a accueillis il y a 12 mois, il n'y a finalement qu'un saut de puce, à peu près. Et 12 mois qui ont été loin d'être un long fleuve tranquille. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Sans plus attendre, je vous invite, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du conseil départemental et Monsieur le directeur général adjoint de l'ARS, à venir me rejoindre ici même. Sous vos applaudissements, merci. Avant de vous donner la parole, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir recevoir une vidéo de Monsieur le ministre, de Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, qui, comme vous le savez sans doute, est retenu pas très loin d'ici, à Reims, pour un congrès d'une autre fédération, en l'occurrence l'APF France Handicap, et qui a souhaité, par le biais de cette vidéo, s'adresser à chacun d'entre nous. Et je vous demande, merci à la technique, de lancer la vidéo de Monsieur le ministre. Je suis très heureux d'intervenir pour votre 38e congrès national. Je ne peux pas être présent parmi vous, mais je tenais à vous adresser ce message. Nous sommes face à une urgence démographique qui va changer le visage de notre société. En 2030, un tiers de la population française sera âgée de plus de 60 ans et les plus de 65 ans seront alors plus nombreux que les moins de 15 ans. Pour être en capacité de proposer un accompagnement de qualité, nous travaillons avec l'ensemble des parties prenantes autour de 3 priorités. D'abord, l'adaptation de la société, ensuite la promotion du lien social et de la citoyenneté, et enfin, bien sûr, la valorisation des métiers. Le 4 avril dernier, j'ai présenté la grande réforme du grand âge que nous poursuivons depuis 2020 et la création de la branche autonomie de la sécurité sociale. Certaines mesures relèvent de la loi et seront donc inscrites dans la loi. Nous avons commencé à examiner une proposition de loi qui comporte des mesures très concrètes pour améliorer le quotidien des Français. Je pense à la généralisation du programme ICOP pour être plus actif dans le repérage des fragilités, à la création du service public territorial de l'autonomie pour mettre fin au parcours du combattant pour les personnes âgées et les aidants, ou encore à la création de la carte professionnelle pour les aides à domicile. D'autres mesures relèvent du financement et elles seront donc inscrites dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et enfin, d'autres mesures ne relèvent pas de la loi. Elles seront inscrites dans la feuille de route sur le bien vieillir, qui sera interministérielle et pluriannuelle, et que je vous présenterai fin juin. Cette approche sociétale du vieillissement est parfaitement cohérente avec la transformation de l'offre d'accompagnement que nous poursuivons. Vous le savez, la majorité des Français veulent vieillir à domicile. L'année 2022 nous a permis de mettre en œuvre le tarif plancher, la dotation complémentaire et le financement de revalorisation salariale pour la branche de l'aide à domicile. Les prochaines années, nous irons au bout de la réforme tarifaire des SIAD en augmentant leurs moyens et en prenant mieux en compte les personnes avec des charges en soins complexes et nous créerons 26 000 places d'ici 2027. Et c'est enfin la réforme des services autonomie, c'est une véritable révolution pour les usagers qui auront un seul interlocuteur, quels que soient leurs besoins en aide ou en soins. C'est aussi une avancée majeure pour les professionnels qui seront moins isolés et dont les perspectives de carrière seront enrichies. Pour réussir le domicile, nous avons besoin des EHPAD. Ils doivent évoluer, plus humains, plus ouverts et plus médicalisés. Nous avons initié cette transformation dans le cadre du Ségur de la santé avec un plan d'investissement inédit de 2,1 milliards d'euros. Pour réussir la médicalisation, nous mettons en œuvre la feuille de route sur les unités de soins de longue durée pour répondre aux besoins des personnes au profil ayant des besoins de soins particulièrement importants. Nous faisons également évoluer le rôle du médecin coordonnateur, dont les missions seront élargies au suivi médical quotidien des résidents. Nous posons également clairement la question du modèle économique. Je sais les difficultés que vous rencontrez, notamment liées à l'inflation ou aux tensions RH. C'est pourquoi j'ai souhaité lancer un groupe de travail le 15 mai dernier pour mettre sur la table tous les sujets. Ces travaux permettront ainsi de préparer les arbitrages du PLFSS 2024 et la traduction des préconisations du rapport de Mme Thérèse Beaune sur le reste à charge en EHPAD.
C'est enfin la question des recrutements et donc du taux d'encadrement. Nous avons inscrit dans la loi la trajectoire des 50 000 postes de soignants supplémentaires d'ici à 2027. Nous travaillons également au déploiement d'un plan métier en lien avec le ministère du Travail pour développer les formations, la validation des acquis de l'expérience et faciliter les recrutements urgents. En parallèle, les travaux sur les revalorisations et les recrutements, nous menons aussi un travail sur l'évolution des missions des professionnels mobilisés auprès des résidents d'EHPAD pour les rendre plus attractives. Et entre l'EHPAD et le domicile, il existe toute une batterie d'offres d'habitat intermédiaire à laquelle je crois tout particulièrement. Je souhaite m'arrêter plus particulièrement sur les résidences autonomie et répondre au plaidoyer que votre fédération m'a adressé en mai 2023. Je partage votre attachement aux résidences autonomie et au MARPA. C'est un maillon indispensable de l'offre, notamment pour les plus précaires, et qui offre des leviers robustes pour prévenir la perte d'autonomie. Le gouvernement est engagé pour le développement des résidences autonomie. Et pour citer quelques exemples, la loi 3DS a autorisé la création de résidences autonomie en Outre-mer, la CNSA a lancé son initiative pour le développement des résidences autonomie pour appuyer les collectivités qui voudraient en créer, et la CNAV a consacré 10 millions d'euros par an entre 2014 et 2019 pour l'investissement dans les résidences autonomie. Mais je souhaite que nous allions plus loin autour de 3 priorités. Premièrement, nous avons proposé de supprimer les seuils maximaux d'accueil de personnes handicapées ou d'étudiants pour favoriser la diversité des publics et ainsi le lien social, ou encore supprimer les seuils maximaux d'accueil de personnes en forte perte d'autonomie pour éviter des orientations contraintes vers un EHPAD. Deuxièmement, nous voulons consolider le modèle d'accompagnement et de financement des résidences autonomie et nous sommes donc en train d'expertiser comment financer des coordonnateurs de parcours. Enfin, troisièmement, nous soutenons l'investissement. Concrètement, la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la CNAV contiendra des subventions spécifiquement allouées, en plus de l'enveloppe, pour développer des lieux de vie collectifs. D'autre part, nous avons décidé d'augmenter le plan d'aide à l'investissement pour prendre le relais des crédits du Ségur de la santé. Alors vous le voyez, nous joignons les actes aux paroles. L'engagement du gouvernement est total, à vos côtés, et c'est ensemble que nous réussirons. Je vous souhaite un bon congrès et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour l'annonce de la feuille de route. Merci, Monsieur le Ministre. Nous prenons acte de vos ambitions. Monsieur Mathieu Klein, maire de Nancy. Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite d'abord la bienvenue à Nancy. Je suis heureux de vous retrouver. Je salue le directeur général adjoint de l'ARS Grand Est et puis évidemment Catherine Boursier, première vice-présidente du département de Meurthe-et-Moselle. Alors, vous avez choisi Nancy, qui n'est pas encore votre principale zone d'implantation. J'ai bien compris le message, encore qu'il ne s'adresse pas directement à moi, mais peut-être à certains professionnels qui sont dans la salle, qui l'auront reçu comme tel. Mais c'est un grand honneur de vous recevoir ici parce que nous sommes dans une ville qui a une très longue et très ancienne tradition humaniste et sociale. Je ne vais pas vous en faire l'histoire détaillée, mais je veux évidemment penser à la médecine de santé publique qui est en partie née ici avec le doyen Parisot, un des fondateurs de l'Organisation mondiale de la santé, qui a inscrit au début du XXe siècle le lien entre le soin et les questions sociales au cœur d'une réflexion qui se prolonge encore aujourd'hui. Et le maillage territorial à l'échelle de la ville, de la métropole, du département, à la fois d'interaction entre l'ensemble de la chaîne des acteurs des solidarités et puis d'offres de services aussi diversifiées, de plus en plus diversifiées en matière d'accueil, de prise en charge, d'hébergement, de logement des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie et denses. Alors, parfois si dense qu'il faut pouvoir s'y retrouver. Et il faut pouvoir comprendre aussi l'hétérogénéité de l'offre proposée entre les établissements autorisés, mais là je n'en parlerai pas, puisque les deux interlocuteurs suivants pourront en parler beaucoup mieux que moi, et puis tous ces résidences, alors les résidences autonomie, celles que la ville de Nancy par exemple anime en direct. Nadège Nicolas
mon adjointe en charge des solidarités, qui est aussi la présidente du CCAS de la ville, pourrait en parler mieux que moi. Nous avons décidé de garder en régie directe et donc en gestion CCAS Ville les résidences autonomie pour avoir une offre publique présente sur le territoire, en complément de l'offre privée qui se développe. Nous avions aussi, et nous avons encore pour quelques semaines, un EHPAD municipal qui, lui, va rejoindre le giron de la fonction publique hospitalière, puisque établissement isolé aujourd'hui au sein des services municipaux et du CCAS, il ne permet donc plus vraiment de répondre à notamment la question des établissements qui ont besoin d'établissements support, de plateaux techniques. Et donc le lien avec la fonction publique hospitalière s'est fait naturellement, et l'articulation entre la ville et le CHRU et le conseil départemental pour animer demain cet établissement public administratif a été rapidement à l'ordre du jour. Alors, je mesure bien, au-delà du plaisir de vous accueillir à Nancy, que la période que traverse l'ensemble des acteurs du médico-social, du médical, du social, est une période particulièrement difficile. Le Ségur de la santé, la conférence sociale du Premier ministre au mois de février 2022 ont à la fois permis des avancées, marqué des étapes, notamment dans la prise en compte de revendications anciennes et légitimes en matière de revalorisation salariale, mais nous savons toutes et tous que le compte n'y est pas. Je suis aussi président du Haut Conseil du travail social, et c'est donc à ce titre-là que je veux vous dire un mot également, puisque nous sommes en train de finaliser le livre blanc du travail social que nous remettrons au ministre des Solidarités dans quelques semaines, un processus qui aura duré près de 18 mois, d'un travail auquel je pense certains d'entre vous ont contribué, un travail de terrain pour bâtir, non pas un énième rapport, il n'en manque point sur ce sujet dans nos placards, armoires respectives, mais bien une proposition de feuille de route pour le gouvernement, pour les pouvoirs publics, pour agir sans tarder, car les crises sont nombreuses, crise de vocation, elle est particulièrement prégnante aujourd'hui, le renouvellement générationnel des professionnels du social pose une question aiguë. Alors, la France a pris conscience, je crois, notamment pour les professionnels de santé ou les professionnels de l'éducation, qu'il fallait des réponses extrêmement fortes. Je crois que pour les professionnels du social, des solidarités, nous avons encore une marche à franchir dans la prise de conscience. Et c'est bien l'objectif du livre blanc. Alors il faut des réponses fortes et claires sur les rémunérations, l'attractivité des métiers, la qualité de vie au travail, et je crois que vous allez beaucoup en parler aujourd'hui, parce que ce bien-vivre, ce bien-être au travail, lorsqu'il fait défaut, eh bien, c'est aussi la qualité de la prise en charge qui s'en ressent, la déprécarisation de ces métiers, leur reconnaissance sociale. Lorsque vous observez la carte du monde et que vous observez le niveau parfois pas seulement en termes salarial, même si ça compte particulièrement, mais aussi en termes de reconnaissance sociale des professionnels, des solidarités, du lien, du bien-être, et que vous les comparez à la situation française, oui, nous avons encore des marches à franchir dans cette reconnaissance. La formation, je crois que là, il y a aussi des efforts majeurs à faire pour homogénéiser et donner aussi plus de reconnaissance avec une filière universitaire complète pour venir aussi donner des perspectives d'évolution de carrière, la reconnaissance de la valorisation des acquis de l'expérience, pour favoriser les passerelles, enfin, les items du livre blanc seront nombreux. Puis je terminerai par le sens, puisque je crois qu'on ne s'engage pas dans les métiers que vous faites si d'abord vous ne partagez pas la conviction que le lien social, les solidarités, la prise en charge des personnes les plus fragiles constituent un élément déterminant du pacte républicain. Et que sans cette prise en charge, sans cet accompagnement, sans cette reconnaissance, sans ce soin, eh bien, il n'y a plus de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc, c'est bien aussi le sens de ces métiers, de ces engagements, de ces vocations qu'il faut aujourd'hui pouvoir redonner pour donner envie. Donner envie lorsqu'on s'adresse à un adolescent ou une adolescente qui réfléchit à son parcours professionnel, eh bien de choisir ces métiers, ces formations, non pas par défaut, mais par vocation, par envie, par passion.
Et pour cela, eh bien, nous avons besoin que vos fédérations professionnelles, que l'ensemble des acteurs de terrain que vous représentez soient portés par cette ambition-là, comme je sais que vous l'êtes. Donc je vous souhaite un très bon congrès à Nancy, de profiter de ce qui est, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir en réalité, mais de fait, depuis le début du mois de juin, la ville la plus chaude de France. Ce n'est pas généralement à cette catégorie-là que nous émargeons le plus spontanément, mais puisque c'est ainsi, profitez-en. Vous êtes dans une période effervescente, vous avez vu la fête de la musique hier. Si vous êtes encore là ce soir, eh bien, soyez au rendez-vous à 22h45 sur la place Stanislas. Vous découvrirez l'extraordinaire vidéo mapping qui vous emmènera dans un voyage autour et dans l'eau sur la place Stanislas. Et puis c'est aussi l'occasion, par votre présence, de marquer ce que nous venons de célébrer, le 40e anniversaire du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des places Stanislas, Carrière et Alliance, qui constituent, vous avez l'arquéré en fond d'écran de votre congrès, qui constitue évidemment des joyaux et qui permettent à Nancy de briller partout en France, en Europe et dans le monde. En tout cas, bon congrès, bonne réflexion et bons travaux, et bienvenue à Nancy. Merci beaucoup, monsieur le maire. À la fois, oui, vous nous avez absolument convaincus que Nancy était une magnifique ville. Et j'ai eu la chance, moi, de la découvrir depuis 2 jours. Donc, vous voyez que l'enjeu, c'est bien de... Et tous ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, je vous encourage non seulement à rester, mais même à revenir. Merci beaucoup, monsieur le maire, et merci aussi pour votre discours extrêmement valorisant et qui a, j'en suis sûr, fait écho à l'esprit de chacun et chacune d'entre nous. Madame Catherine Boursier, vice-présidente du conseil départemental, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, président du Grand Nancy, cher Mathieu, monsieur le représentant de l'ARS Grand Est, monsieur le président de la FNADEPA, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les actrices et acteurs de l'accompagnement des personnes âgées et du secteur de la gérontologie, enfin, mesdames et messieurs, chacun en vos grades et qualités, permettez-moi d'abord de vous faire part des salutations de Shainès Kirouni, notre présidente du conseil départemental, qui regrette de pouvoir être des nôtres ce matin, mais qui reste occupée par les sujets qui vont vous intéresser, puisqu'elle est actuellement en conseil d'administration, je crois, de la CNSA. Alors, c'est en ma qualité de vice-présidente déléguée à l'autonomie au sein du département de Meurthe-et-Moselle que j'ai le plaisir de vous accueillir. Alors, pas à Nancy, le maire vient de le faire, mais dans le beau département de Meurthe-et-Moselle, un territoire parfois méconnu ou mal connu et que je vous invite à découvrir au-delà des attraits évidents de la ville de Nancy. Permettez-moi aussi de saluer la thématique que vous avez retenue pour votre congrès, qui porte sur les liens entre le bien-être au travail et la bientraitance des personnes âgées et la qualité des ambiances dans les équipes, le mieux-être en famille, etc. Bref, l'effet domino que la qualité de vie au travail a un impact immédiat sur notre existence en général, mais également sur nos capacités d'empathie et de bienveillance vis-à-vis des personnes dont vous avez la responsabilité. Alors, ce thème fait tout à fait écho au sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder le 6 juin dernier avec les services d'aide à domicile du département. Des services qui, évidemment, et je n'y reviendrai pas puisque Mathieu Klein l'a brillamment évoqué, des services qui sont confrontés à, évidemment, des difficultés de vocation, de recrutement, de recherche de sens, difficultés de recrutement qu'amplifie ici la proximité avec le Luxembourg, qui se sert souvent de notre département comme d'une réserve de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, et notamment celui-ci. Confronté également, et je sais que vous l'êtes, à des taux d'absentéisme à 2 chiffres, à la fragilisation de leur modèle économique. Je suis également présidente de 2 CA d'EHPAD, donc je mesure bien la question.
et aux incertitudes sur les financements. Je sais aussi que le contexte des établissements accueillant des personnes âgées en perte d'autonomie s'est encore aggravé, notamment cette année, par l'inflation et la crise énergétique, mais aussi par la baisse d'attractivité des différentes affaires qui ont remué l'opinion publique, notamment l'affaire Orpea, et puis aussi par le vieillissement et le girage des personnes que nous accueillons, je dis nous, puisque au sein de nos établissements, où on voit bien que souvent, comme ça a été souligné, les gens préfèrent rester à leur domicile et arrivent dans nos établissements, dans les EHPAD, à la suite, dans une rupture de parcours, et puis surtout quand la perte d'autonomie est vraiment avérée et ne peut que s'accentuer. Je sais aussi que dans le contexte institutionnel complexe, en témoigne l'intervention de notre ministre, dans lequel vous évoluez, vous interrogez parfois, et quand je dis parfois c'est un charmant euphémisme, la place des départements et leurs chefs de filât dans le champ de l'autonomie. J'y reviendrai. Ce que je voulais vous donner quelques chiffres sur notre département. En Meurthe-et-Moselle, outre l'APA hébergement de l'ordre de 60 millions d'euros, nous soutenons à notre mesure les EHPAD non lucratifs de nos territoires. Nous avons ainsi dégagé une dotation exceptionnelle fin d'année 2022 de 3,5 millions pour 58 EHPAD sur les 74 que compte le département. Ils ont ainsi bénéficié d'aides allant de 15 000 à 250 000 euros pour les sommes les plus importantes pour les aider à faire face aux effets de l'implantation. Nous avons intensifié également la convergence tarifaire et l'application d'un mécanisme de compensation pour les EHPAD dits perdants pour un montant de 1,2 million d'euros par an. Enfin, et je ne vais pas vous égrener toutes les mesures, nous avons procédé cette année à une évolution significative de nos taux directeurs, puisque nous sommes passés de 1% en 2022 à 3,7% en 2023, tout en sachant que ça reste encore pour certains établissements insuffisant, bien que ces autorisations d'augmentation, et je me permets de le signaler, impactent directement non seulement les résidents dont le reste à charge augmente et dont il est très important, et les finances départementales d'aide sociale à l'hébergement auxquelles nous consacrons chaque année 28 millions d'euros. Mais par-delà ces quelques mesures opérationnelles qui témoignent de l'engagement du département aux côtés de ces EHPAD, nous avons surtout, et la présidente porte ce message dans toutes les instances où elle siège, et notamment au sein de la CNSA, j'ai surtout la conviction profonde que la priorité devrait aller à une remise à plat nationale du modèle des EHPAD et de leur financement. Le ministre a fait toute une présentation du projet de loi, etc. Et parce qu'on pense que ce qui se discute actuellement ou qui va revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale, cette PPL bien vieillir, est largement indigente au regard des enjeux et des défis qui se poussent à nous. Et nous estimons que ces évolutions devraient être pensées dans le cadre d'une réforme globale de la perte d'autonomie du fait de l'âge. D'abord, c'était dit, on le répète, etc., mais je pense qu'il faut le répéter. Un mur démographique se dresse devant nous, en raison du vieillissement de la population. Et d'ici à 2030, vous le savez très bien, on estime entre 8 et 10 milliards d'euros les crédits supplémentaires qu'il conviendrait d'apporter à l'accompagnement du grand âge. Nous n'en prenons pas encore le chemin. Je pense ne pas être la seule à faire ce constat. Deuxième grand motif plaidant pour une réforme systémique de la dépendance, le financement des hébergements repose trop fortement et souvent injustement sur les personnes âgées elles-mêmes et sur leurs obligés alimentaires. Alors je sais que ce n'est pas le cas partout et de moins en moins, mais en Meurthe-et-Moselle, nous avons encore fait le choix d'appeler les petits-enfants en termes d'obligations alimentaires. Et pour présider la commission d'aide sociale, nous sommes souvent devant des situations cornéliennes, difficiles à gérer. Alors là, le ministre a fait
référence à la mission de Christine Pires-Beaune, que notre présidente a rencontrée la semaine dernière d'ailleurs. Et nous avons pu lui faire part, elle a pu lui faire part des propositions que nous portons au sujet du financement et de la prise en compte. D'abord, la création d'un crédit d'impôt sur les frais en EHPAD. Ensuite, un plafonnement du reste à charge en fonction du niveau de ressources réelles de la personne âgée et un calcul de l'aide sociale à l'hébergement sur la base de ces mêmes ressources d'autre part. Ensuite, un taux minimal de places habilitées à l'aide sociale dans tous les EHPAD. Et enfin, l'engagement d'une réflexion sur l'instauration d'une assurance obligatoire contre les risques de dépendance lourde, qui sont à la fois peu fréquents et peu durables, mais qui connaissent un reste à charge élevé. Mais comme je l'indiquais, pour nous, ces évolutions doivent s'inscrire dans une stratégie d'ensemble qui porterait le débat devant les Françaises et les Français. La crise Covid, qui a tant affecté nos aînés et vos établissements, le justifiait à elle seule. Or, on a le sentiment actuellement qu'on est plus dans la gestion de crise que dans la planification d'un projet de grande envergure. Dès 2019, Mathieu Klein, ancien président du conseil départemental, m'en est témoin, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s'était engagé dans l'élaboration de la loi Grand Âge promise par la ministre Agnès Buzyn et que devait préfigurer le rapport Libault auquel nous avons contribué. Finalement, nous désespérons toutes et tous de voir un tel travail législatif s'engager et reposer les bases des solidarités intergénérationnelles que la transition démographique nous invite à reconstruire, notamment le cadre de la 5e branche de la sécurité sociale. Une réforme qui devra aussi réinterroger la gouvernance et la tutelle des établissements, prenant en compte l'évolution de leur composition et l'orientation de plus en plus sanitaire de leur mission. Je vous avoue que, au sein de l'Assemblée départementale, ce sujet n'est pas tout à fait consensuel, que nous avons encore des débats. Mais en tout cas, ce sujet n'est pas tabou. Et nous ne revendiquons pas en Meurthe-et-Moselle la compétence sanitaire, même si évidemment nous ne pouvons pas nous en désintéresser. En témoigne d'ailleurs la feuille de route santé que nous venons récemment d'adopter. Ce débat, c'est un débat en soi et nous serons ravis de pouvoir l'aborder avec vous. En attendant, je vous renouvelle mes vœux de très chaleureux accueil en Meurthe-et-Moselle, en mon nom et au nom de la présidente. Je vous souhaite un très agréable congrès et de fructueux travaux. Merci de votre attention. Merci Madame la Vice-présidente. Tout est dit. Et en tout cas, je rebondis sur la main que vous tendez par le biais de votre présidente, Mme Khirouni, et encore une fois que vous saluerez de notre part à tous, et via l'ADF, parce que l'enjeu fort aujourd'hui, c'est d'arriver effectivement non pas à distinguer, mais arriver à unir les bonnes intentions. Et l'ADF est un acteur indispensable. Et on compte aussi sur vous, Madame, pour nous aider aussi sur ce biais-là. Merci beaucoup. Monsieur Frédéric Remet, directeur général adjoint de l'ARS Grand Est. Merci. Monsieur le maire de Nancy, président du Grand Nancy, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le président de la FNADEPA, madame la directrice générale, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous à Nancy pour vous accueillir pour votre congrès. Je vous transmets les salutations de Virginie Quéré, la directrice générale de l'ARS, qui, retenue par une autre obligation, ne pouvait être des nôtres aujourd'hui. Et c'est un plaisir d'autant plus grand, comme l'ont dit les précédents orateurs, que vous avez choisi une thématique absolument centrale pour vos débats, et vous l'avez choisi en plus avec un prisme positif que nous partageons tous et que je suis heureux de voir mis en valeur aujourd'hui. Le sujet des ressources humaines est effectivement le sujet central pour les organisations en santé, pour les organisations du secteur médico-social,
Et d'ailleurs, l'ARS Grand Est en a fait un axe majeur de son projet régional de santé adopté en 2018 et que nous sommes en train de réviser avec un nouveau schéma régional de santé qui est en ce moment même soumis à la concertation et qui intègre de nouveau et de façon réactualisée cette dimension. Alors je ne vais pas revenir sur les constats, vous les connaissez mieux que quiconque, ça a été évoqué à l'instant par Madame la vice-présidente du conseil départemental, avec d'ici 10 millions de personnes vulnérables que compte aujourd'hui notre pays, et au plan national 65 000 postes non pourvus dans les structures sociales et médico-sociales, dont 5 000 pour la seule région Grand Est, soit un tout petit peu plus que la proportion de population que représente notre région. 150 000 départs en retraite d'ici 2025, qui seront difficilement remplacés si on ne travaille pas sur l'attractivité de nos filières. L'épuisement professionnel dont vous faites part, j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de l'enquête que vous avez conduite, et Monsieur le Président, je sais que vous allez y revenir, et les difficultés effectivement aussi à motiver les jeunes pour embrasser les carrières du secteur. Et dans ce contexte, la légitime demande des professionnels de plus de reconnaissance de leur profession et des engagements forts en faveur de l'attractivité des métiers du secteur de l'autonomie. Alors, dans ce contexte, l'effet domino que vous avez choisi comme thème central trouve tout son sens. Et il trouve tout son sens dans un sens positif qui est celui que vous avez voulu lui donner. On peut voir l'effet domino dans un sens négatif, et je suis heureux que vous ayez choisi de le voir dans un sens positif, parce que c'est bien ça en fait, c'est de pouvoir créer tous ensemble, avec l'ensemble des partenaires ici présents pour notre région, une spirale positive qui lie à la fois le bien-être des professionnels et la qualité des accompagnements qu'on doit à nos publics. Alors concrètement, quelles actions en Grand Est l'ARS porte-t-elle avec ses partenaires, puisque c'est un travail collectif et qu'on partage les grandes orientations sur ces sujets, aussi bien avec le conseil régional qu'avec les conseils départementaux, et notamment celui de la Meurthe-et-Moselle. Madame la vice-présidente a fait allusion à la feuille de route, mais également avec les municipalités. D'abord, l'ARS met en œuvre la stratégie nationale liée au plan métier du grand âge et de l'autonomie, qui vise à renforcer l'attractivité du secteur et essayer de répondre de façon pérenne aux besoins en matière de ressources humaines. Alors ça se traduit notamment par l'augmentation du nombre de places de formation pour les infirmiers, les aides-soignants, les accompagnants éducatifs et sociaux, des mesures pour favoriser le développement de l'apprentissage dans le secteur médico-social et sanitaire, y faire entrer davantage de jeunes, notamment par des incitations financières spécifiques. La poursuite des actions de développement de l'emploi et des compétences pour notamment redonner du temps aux soignants à travers, j'y reviendrai, le développement des équipes de territoire. Des dispositifs spécifiques de primes et de soutien, comme par exemple le contrat d'allocation d'études que nous finançons ici à l'ARS Grand Est pour favoriser l'attractivité pour les étudiants et leur maintien dans le secteur public. La promotion et l'accompagnement d'actions dédiées aux contrats locaux d'amélioration des conditions de travail. Et puis, bien évidemment, des actions d'accompagnement sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail, qui est un point clé. Et enfin, dernier point, je sais que c'est aussi à l'ordre du jour, des actions en faveur de l'égalité professionnelle, notamment avec le récent partenariat que nous avons signé avec une association qui s'appelle Donner des ailes à la santé, regroupant des professionnels du secteur du Grand Est, particulièrement engagés sur cette thématique. Donc au total, rien que pour l'année 2023, l'ARS consacre plus de 29 millions d'euros en complémentarité, encore une fois, avec les partenaires pour attirer, fidéliser, pérenniser, renforcer les ressources humaines en santé. On poursuivra cette politique volontariste et partenariale en essayant de mobiliser l'ensemble des leviers. On l'a déjà dit, la formation initiale et continue, les nouvelles formes d'enseignement. On peut penser à tout ce qui est e-learning, tout ce qui est simulation, pour aussi attirer
et maintenir sur les territoires. On a dans le Grand Est des grandes disparités d'un territoire à l'autre, ce n'est pas propre à notre région, et on a besoin de fidéliser les jeunes issus d'un territoire qui choisissent d'embrasser ces carrières, de les fidéliser sur ce territoire. Forcément, si on leur propose des formations qui sont dans l'agglomération centre, il y a de bonnes chances qu'ils ne retournent pas sur leur territoire d'origine. Le soutien à l'universitarisation des formations en santé, la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des territoires, j'insiste sur ce point, d'avoir une logique collective au niveau territorial. La mise en place d'équipes de territoire et de liens renforcés entre la ville et l'hôpital, et les actions sur la qualité de vie et des conditions de travail. Je m'arrête un instant sur ce dernier point très concret. Pour nous, c'est une dimension tout à fait essentielle, et c'est l'effet domino que vous soulignez. Il y a un lien évident entre ce sujet et la qualité des prises en charge. Et je vous donne un seul exemple très concret d'un établissement dans la Meuse que notre directrice générale a récemment visité, qui a retravaillé son projet d'établissement, son projet soignant, pour introduire dans les cycles de travail des professionnels du temps de jeu avec les résidents. C'est un EHPAD. Ça a suscité au départ en interne des interrogations, des sourires, des crispations. Et aujourd'hui, on arrive à un résultat qui est extrêmement positif, avec une amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels, une amélioration de la prise en charge des résidents, un retour des résidents extrêmement positif, et dans un département rural pas forcément si attractif, un des taux de turnover et un des taux d'absentéisme les plus faibles de la région. Ça montre bien qu'on peut construire des spirales positives. Ça montre bien aussi que le lien entre ces deux dimensions est absolument essentiel. Et ça interroge aussi la question, et vous y avez fait allusion, monsieur le maire, du sens au travail. Je crois que c'est aussi une des questions, et là, dans cet exemple précis, eh bien, même si ça paraissait au départ pas forcément aller de soi, finalement, passer du temps, avoir davantage de temps en direct face aux résidents, c'est redonner du sens au travail et c'est créer de l'attractivité. Donc, comme vous le voyez, l'action de l'ARS se veut multiforme, partenariale, complémentaire aussi à vos actions. Et là, je m'adresse à vous en tant que directeur d'établissement. Vous êtes en première ligne. En tant que manager, on voit toute l'importance du management sur ces sujets de sens au travail, de qualité de vie au travail et de lien avec la prise en charge des résidents. Et on essaie d'inscrire nos actions en complémentarité et en accompagnement de ce travail indispensable que vous faites au quotidien. Permettez-moi peut-être pour terminer de souligner 2 points qui me paraissent essentiels. D'abord, dans un monde où la communication a tellement d'importance, il est de notre devoir collectif de valoriser les initiatives nombreuses et positives qui sont prises par les acteurs des territoires. J'en ai cité une, et je dois dire que c'est un peu ce qui nous permet de tenir au quotidien. Quand on a un peu de mal parfois en se disant c'est rude, le schéma institutionnel est compliqué, les difficultés sont nombreuses, et bien on va faire un tour sur le terrain et on voit des acteurs comme vous qui trouvaient des solutions absolument extraordinaires, innovantes, inventives, coopératives. Et c'est vraiment d'abord un plaisir de le constater et c'est un devoir de mieux les faire connaître et de mieux les partager. Entre nous, mais aussi auprès du grand public, parce que c'est comme ça aussi qu'on redonnera de l'attractivité au secteur. Et notre secteur souffre d'un déficit d'image durable qu'il affronte depuis plusieurs années, mais qui n'a pas été amélioré par les récents scandales que nous avons connus. Mais je pense qu'il ne faut pas s'y résoudre. En tout cas, nous, à l'ARS Grand Est, on ne s'y résout pas. Et on continuera à communiquer très largement sur l'engagement et les belles réalisations que nous constatons au quotidien. Et je suis d'un naturel optimiste. Et je vais faire un parallèle qui va peut-être
vous faire bondir, mais je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans le secteur privé, pour prendre un exemple, les fast-foods, les grandes enseignes de fast-food, qui sont capables d'avoir des politiques de recrutement extrêmement ambitieuses, avec un certain succès, alors qu'on ne peut pas dire qu'en termes de rémunération, de conditions de travail de leurs salariés ou de sens de leur travail, ils partent de loin. Donc je ne vois pas pourquoi, dans nos secteurs, où pour le coup, le sens de notre travail ne fait aucun doute, je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverions pas. Et pour ça, il faut s'appuyer sur les initiatives, sur toutes les démarches positives qui sont inaugurées. En tout cas, soyez assurés de la volonté, ici à l'ARS Grand Est, mais je pense que je ne trahirai pas la pensée de mes collègues des autres ARS, pour dire que nous sommes à vos côtés pour continuer dans cette démarche. Et le deuxième point, je voulais souligner en conclusion, c'est la nécessité de s'inscrire dans une stratégie coopérative. Compte tenu des missions qui sont les nôtres, on ne peut pas se satisfaire d'une logique où la concurrence, en matière de ressources humaines en particulier, serait la norme. Alors ça ne va pas de soi, la coopération n'est pas spontanée. Le système a été en partie conçu sur une logique concurrentielle, c'est comme ça, c'est une réalité, donc il ne faut pas la nier, mais délibérément, c'est notre devoir de pouvoir construire sur les territoires ces logiques coopératives. Et c'est possible. On l'a vu au moment du Covid. On a vu des coopérations absolument exemplaires mises en place. Donc, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas une génération spontanée, la coopération. Ça se travaille sur des territoires. Mais c'est une ligne, en tout cas, d'action pour nous absolument résolue, sur laquelle on travaille avec nos partenaires. Et on est certain qu'on peut trouver des stratégies gagnant-gagnant sur les territoires. Et je souligne sur ce point l'importance du rôle des fédérations pour nous accompagner dans ce domaine. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre invitation et pour cette initiative de tenir votre congrès national dans le Grand Est à Nancy aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci, monsieur, pour nous appeler à la coopération et à la FNADEPA. Ça fait plutôt partie de notre ADN, donc c'est évidemment un point sur lequel nous travaillons beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, vous le savez, au cours de ces 2 jours, nous allons aborder la question de la qualité et des conditions de vie au travail. Et à ce titre, bien à sa peau, l'effet domino, qui est un titre que vous avez tous repris, c'est dire s'il est un titre accrocheur. Il y a une incitation forte à chercher et à trouver des solutions pour que nous allions tous mieux, pour que notre engagement demeure intact et que nous puissions encore et toujours transmettre notre énergie et notre enthousiasme à tous ceux qui nous entourent au sein de nos établissements et services, et peut-être aussi un peu dans nos vies personnelles. Chaque année, le thème de notre congrès reflète fidèlement l'humeur de notre réseau, les préoccupations de ses membres et la vie des établissements et services dans lesquels nous exerçons nos fonctions. Pour cette 38e édition, ce sujet nous est apparu finalement comme une évidence. Chacun d'entre nous a choisi ce métier par conviction, parce que cela a du sens d'aider les autres, qu'il y a de la richesse à construire des relations de travail basées sur l'humain, que diriger un établissement ou un service pour personnes âgées dépasse largement les seules considérations professionnelles, que l'on vit pleinement un métier de passion qui apporte tant. Mais à quel prix? Nos débuts dans le métier, il y a plus ou moins longtemps, selon les visages que j'aperçois dans l'assistance, nos débuts dans le métier, nous pouvons tous finalement les décrire très clairement. Pour les plus anciens, c'était une période de pionnier, une période où finalement tout était à inventer, tout était imaginable et beaucoup était réalisable. Depuis quelques années, peut-être à cause du Covid-19, peut-être à cause du scandale Orpea, sans doute à cause de beaucoup d'autres raisons, diriger un établissement ou un service pour personnes âgées est devenu un défi de chaque jour, un exercice de funambule. Finalement, un petit miracle, pour reprendre le titre du film de cinéma dont la FNADEPA fut partenaire en début d'année.
Alors nous devons tous songer à trouver des soutiens, des appuis, des béquilles pour faire face aux difficultés que vous connaissez et que la récente enquête de la FNADEPA a formidablement mises en lumière. Des difficultés RH, des incertitudes économiques et financières, des fragilités de gouvernance, des tensions avec certains organismes de tarification, des conflits avec certaines familles. Ces soutiens, ces appuis, ces béquilles, certains d'entre nous les trouvent au sein de leurs établissements et services. Ils sont souvent eux-mêmes les acteurs de ces stratégies vertueuses. Ils en sont parfois des spectateurs avisés, ils en sont toujours les moteurs. Toutefois, même si ces méthodes apportent des résultats très positifs, notre engagement de directeur militant nous pousse à exiger plus que des solutions palliatives ou complémentaires. Nous devons, en tant que professionnels, exiger les moyens suffisants pour travailler mieux. Nous devons, en tant que militants, exiger des politiques publiques fortes et cohérentes pour nos vieux d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, Monsieur le ministre a évoqué ses ambitions pour les aînés. Madame, messieurs, vous avez évoqué aussi vos ambitions pour nos aînés. Laissez-moi à présent énoncer brièvement celle de la FNADEPA. Notre récente enquête, à laquelle vous avez répondu massivement, et je vous en remercie, a mis en avant des difficultés RH jusqu'alors inédites. En effet, près de 83% d'entre vous déclarent une pénurie de personnel, correspondant à près de 4 ETP par structure. Même si les manques sont plus forts parmi les soignants, toutes les professions sont aujourd'hui concernées. Monsieur le maire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est un sujet que chacun peut constater aujourd'hui. Dès lors, et vous le savez tous, nous ne pourrons pas avoir l'ambition d'accompagner dignement nos aînés si nous n'avons pas, au sein de nos structures, les bras, les cerveaux et les cœurs. L'État et les départements doivent investir massivement dans le recrutement, la fidélisation et la formation des professionnels. Augmenter le taux d'encadrement dans nos établissements et services n'est pas un luxe, c'est un impératif absolu. Cette même enquête a mis en avant de manière irréfutable les difficultés économiques et financières des établissements et services de notre réseau. 2 structures sur 3 sont en déficit en 2022, beaucoup d'ailleurs pour la première fois, pour un déficit moyen de 143 000 €. Les raisons sont hélas évidentes, une inflation galopante et le non-financement des mesures de revalorisation salariale, Ségur, prime grand âge et valorisation du point. 60% d'entre vous déclarent que leurs réserves sont insuffisantes pour tenir plus de 2 ans. Et après, que va-t-il se passer? Des phénomènes de concentration, une homogénéisation des acteurs, des organismes gestionnaires géants, des directrices et des directeurs qui ne dirigeront plus rien. À la FNADEPA, nous croyons à la diversité, nous croyons à la pluralité des acteurs, à la variété des statuts, à la pertinence d'établissements et services de petite taille, aux vertus d'une approche domiciliaire portée par des services soutenus et renforcés. La qualité de la réponse aux attentes et aux besoins de nos vieux s'accompagne de cette pluralité d'acteurs qui sont la garantie de l'adaptation à tous les territoires de notre République. Celles et ceux qui sont chargés de décider des politiques publiques doivent soutenir cette pluralité et la porter par-delà les clivages et les luttes d'influence. C'est aussi en préservant les acteurs du grand âge que l'on bâtit une société du bien vieillir. J'aurais évidemment pu vous parler de tant d'autres sujets, des financements à la hauteur via une loi de programmation pluriannuelle, de la gouvernance via la mise en œuvre d'un service public territorial de l'autonomie, de l'expression de la citoyenneté de celles et ceux que nous accompagnons, une participation directe, libre et volontaire. J'aurais pu aussi évoquer avec vous des éléments concrets de nature à transformer l'offre des centres de ressources territoriaux, de services autonomie, de tiers-lieux, de dispositifs d'appui à la coordination. J'aurais enfin pu évoquer la réforme de la tarification des SSIAD, celle encore parcellaire des SAD via la dotation qualité, et les prémices d'une réflexion sur celle des EHPAD. Et peut-être que bientôt, nous serons aussi amenés à réfléchir sur une réforme vertueuse du cadre légal des résidences autonomie.
Tous ces sujets doivent faire l'objet de mesures gouvernementales qui seront annoncées dans les prochains jours ou les prochaines semaines, puisque vous l'avez compris, les délais aujourd'hui est peut-être encore repoussé. Fort de ces 1500 adhérents, notre réseau a bâti au fil des années de larges consensus. Ces positions sont fondées sur votre expérience et sur, au fond, la capacité que nous avons à trouver des bonnes formes de réflexion. Tous ensemble, nous saurons continuer dans la voie de la co-construction, avec détermination et exigence. La même exigence que celle à laquelle nous nous astreignons chaque jour dans nos établissements et services pour ensemble donner plus de vie à leur jour. Aujourd'hui, plus que jamais, nos FNADEPA sont prêtes à relever ces défis. Vous êtes prêts. Ainsi, je vous donne rendez-vous le mercredi 4 octobre prochain pour la 2e édition de notre mobilisation nationale. Par l'implication de toutes les parties prenantes de nos structures, nous saurons répéter avec force que les vieux méritent décidément mieux. Dans cette période où diriger un établissement ou un service n'a rien de facile, vous avez encore le courage, la force et l'énergie de militer, de vous engager pour vous et pour vos pairs dans nos associations départementales, régionales et au sein de notre fédération nationale. Pour échanger, pour partager, pour construire, pour porter une cause plus grande que vos intérêts personnels. Je sais d'avance pouvoir compter sur votre attachement à nos valeurs. C'est une grande fierté. Continuez. Continuez parce que défendre nos couleurs, c'est aussi une façon d'être bien dans sa peau. Et si c'est bon pour vous, c'est aussi bon pour les autres. Chers amis, je veux d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont accepté d'intervenir durant ces 2 journées. Je veux ensuite remercier Anna Belvec et toute son équipe qui ont organisé ce congrès avec talent. Je veux également remercier les sponsors de ce congrès, Mico Café et le réseau ADER, ainsi que les entreprises exposantes, et nombre sont dans la salle dès ce matin, qui nous accompagnent fidèlement lors de nos colloques, de manifestations nationales et locales, puisque nous faisons à peu près la même chose localement aussi, peut-être bientôt dans le département, dans cette ville. En tout cas, nous serons là aussi tenter de répondre à ces enjeux-là. Et puis, je veux vous remercier, toutes et tous, bien sûr, pour votre présence nombreuse ici, à Nancy, pour ce congrès, et puis et surtout pour votre engagement quotidien et pour votre capacité à ne pas renoncer. Vous êtes décidément de plus en plus inspirants. À toutes et à tous, je souhaite un excellent congrès et je cède la place à Pierre Chavannes, presque à l'heure, qui va nous accompagner pendant ces 2 jours. À vous, Pierre, pour nous faire rattraper le temps. Merci à tous.